le règne de François Ier, le beau ferronnier. Paraît que la fille du grand prévôt avait un petit gigolo. Elle s'en allait près de lui quand venait la nuit. Sa vieille gouvernante lui disait: Gertrude, qu'est-ce que tu fais? Si tu sors sans ton papa, méfie-toi de la papa, méfie-toi de la papa de la patrouille. Car son chef, le grand Popol, n'aime pas qu'on batifole. C'est un type qui se pousse du col et qui boit des alcools. S'il te voit sans ton papa... Camille, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cet entretien avec Égalité et Réconciliation. Donc je vais te laisser te présenter ton CV, ton parcours dans l'institution. Très bien, donc je m'appelle Camille, j'ai 35 ans, je suis fonctionnaire de police. J'ai servi principalement sur la région parisienne. J'ai exercé en tant que gardien de la paix dans les arrondissements parisiens. Et ensuite, j'ai intégré le service de protection des personnalités. Et à l'issue, j'ai donc intégré le groupe de sécurité du président de la République. D'accord. Donc, tu as servi sous quel président, en fait? Sous quel chef d'État? Nicolas Sarkozy. D'accord. Donc, tu as servi pendant combien de temps dans ce service? 2 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tes débuts? Donc, j'ai commencé d'abord à m'occuper des hautes personnalités françaises. Quand on intègre ce service, on commence par les hautes personnalités françaises. Et ensuite, je me suis donc spécialisé pour la sécurité du chef de l'État. Et donc, en faisant les hautes personnalités françaises, j'ai pu donc escorter des personnalités françaises, mais pas que, et effectuer des missions assez particulières sur le territoire français. D'accord, des missions de quel type? Des missions de sécurité et d'encadrement d'activités qui relèveraient plutôt du privé. D'accord. Donc tu penses que dans le cadre de ton activité, dans le cadre de ton service, les gens qui t'emploient ont outrepassé leurs droits en te demandant de faire des choses qui n'étaient pas du tout dans le cadre de tes attributions, en fait? Oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que j'ai été mis à disposition d'une certaine catégorie de personnes qui disposent eux-mêmes d'un service, mais auquel on ajoute les services de la police française, peut-être aussi pour montrer à cette police-là que finalement c'est eux qui déterminent un peu la politique de notre institution. Et voilà, donc oui, j'ai fait des missions qui ne m'étaient absolument pas destinées à la base. D'accord, des missions qui ne rentraient pas du tout dans le cadre de tes attributions officielles de policier, en fait? Pas du tout. Quand vous encadrez une manifestation privée, des repas privés, c'est des rassemblements communautaires, vous faites partie de la sécurisation d'un rassemblement communautaire, ça n'entre absolument pas dans ce service-là. D'accord. Donc des rassemblements communautaires, tu peux nous en dire plus à ce propos? Alors je dirais qu'il y a 2 rassemblements communautaires. Il y a le rassemblement communautaire qui est où c'est la communauté elle-même qui sollicite pas, mais qui impose une protection policière française. Et il y a ensuite une autre communauté qui, elle, par contre, le fait que les hauts fonctionnaires français policiers appartiennent beaucoup à cette communauté, d'eux-mêmes mettent à disposition les fonctionnaires de police. Donc là, en l'occurrence, c'est la franc-maçonnerie. On a emmené des responsables politiques, des responsables même des hauts fonctionnaires à ces repas-là. Donc là, on sort complètement on sort complètement de leurs attributions et des nôtres. Et ensuite, la communauté israélite qui, elle, par contre, elle impose
impose à la préfecture de Paris de mettre à disposition des effectifs, donc que ce soit notre service ou d'autres. Il y a souvent même des CRS qui encadrent ce genre de manifestations-là. D'accord. Comme des bar mitzvahs, enfin, toutes ces choses-là, on participe aussi. Hein. Donc là, on est en dehors de tout cadre légal, en fait. Là, on est en dehors de tout cadre légal. C'est-à-dire que ces communautés-là profitent en fait profitent de leur puissance pour se servir de nous. Et c'est vrai qu'on est finalement, d'ailleurs, s'il devait y avoir un problème, je ne sais même pas comment est-ce que ça pourrait être justifié du fait que c'est une manifestation complètement privée et qui ne ressort pas du tout de nos compétences. D'accord. Sachant qu'on y va armé, qu'on y va avec nos équipements et... D'accord. Donc vous faites office de milice en fait pour des... Oui, tout à fait. Tout à fait. Pour des organisations communautaires, pour des rassemblements privés. Tout à fait. Le tout financé par la République. Ah, tout à fait, voilà, c'est ça. C'est là où ça pose problème, c'est que c'est financé par la République et quelque part on met aussi notre vie entre les mains de ces personnes, alors que finalement nous on est rentrés pour l'institution, pour la République française et pas pour servir de bouclier à des gens qui n'ont aucun intérêt pour nous ou pour ce pays. D'accord. Et comment ça se passe en général avec ces personnes sur le terrain quand vous êtes amené à voir ce genre d'activité? Alors, lorsqu'on fait une escorte avec des personnalités françaises qui appartiennent forcément à une de ces communautés, mais alors lorsqu'on escorte des personnalités de la communauté israélite, c'est assez complexe. On est vraiment on est rien finalement. Vous êtes juste là pour les protéger? Pour les protéger, oui, tout à fait. Mais donc, par contre, c'est eux qui encadrent tout. C'est-à-dire que normalement, on a nos méthodes de travail, nos méthodes de sécurité qui là sont complètement bafouées par leurs principes et par leurs instructions. Et lorsqu'on fait remonter nos informations, on nous dit que c'est comme ça et qu'il faut s'y plier simplement. Vous êtes aux ordres tout à fait. De la communauté organisatrice et de ce type d'événement-là. Tout à fait. Notre hiérarchie même ne peut absolument pas agir. C'est-à-dire que si nous on vient à faire remonter l'information, ça ne va nulle part. Donc on nous dit de le faire et que voilà, ça se passe bien, ça s'est toujours bien passé et ça continue à bien se passer. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà eu des incidents dans ces manifestations quand tu étais partie prenante? Alors, il y a pu avoir oui des incidents, mais c'est léger et alors quand il y a des incidents, d'abord les personnes qu'on encadre envoient d'abord leur service à eux pour ne pas montrer tout de suite qu'il y a la police qui effectue donc une sécurité privée. Et comment ça se passe avec cette sécurité privée? Alors cette sécurité privée, je dirais, par rapport à la police française, a des surqualifications, hein, c'est-à-dire elle a tout pouvoir. Donc par rapport à ces dispositifs de sécurité étrangers, tu as un exemple d'incident par rapport à un cortège étranger? Tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Il y a eu un incident qui aurait pu d'ailleurs mal se terminer et faire grand bruit, mais qui n'a pas eu lieu. Donc on est en 2008, me semble-t-il, 2009. Il y a le chef de l'État israélien qui est en déplacement en France, qui doit être reçu par le Sénat. Donc il y a tout un protocole, des horaires à respecter, etc. Évidemment, la personnalité décide d'elle-même de se présenter au Sénat un peu quand elle l'a décidé. Donc elle arrive avec une heure d'avance, se présente au Sénat, les gendarmes refusent son entrée parce qu'on n'entre pas dans le protocole. Avec des grandes portes blindées, on ne peut pas rentrer. Donc le cortège décide de partir,
prend une direction, en l'occurrence l'ambassade d'Israël. Et sur le chemin, il y a un dispositif qui est mis en place pour bloquer les rues. Donc le dispositif de sécurité du chef de l'État israélien décide d'emprunter un itinéraire qui n'était pas prévu. Donc qui en même temps nous met un peu dans l'embarras parce que du coup ça nous change aussi nos codes. On arrive donc dans une rue, il y a 2 fonctionnaires de police français qui bloquent cette rue. On arrive de dos, les fonctionnaires se retournent, donc ils sont complètement identifiables. Et de là, le véhicule qui ouvre le convoi décide de se positionner en travers du chemin, fait faire demi-tour immédiatement au véhicule de la personnalité, suivi du reste de l'escorte, et met en jeu les fonctionnaires de police. Ceux-ci se retrouvent complètement perdus, ne comprennent pas ce qui se passe. Le service là remonte dans son véhicule, repart. Donc les fonctionnaires relèvent tout un tas d'informations, les immatriculations diplomatiques, et donc font appel à leur hiérarchie pour essayer pour expliquer ce qui vient de se passer. C'est complètement pas normal et donc l'hierarchie se déplace, ils demandent en même temps à être changé de mission, ce qui est fait. Et donc en fait on a un service étranger en France qui escorte une personnalité étrangère et qui, parce que son entrée lui est refusée au sein d'un bâtiment français, repart, certainement un peu énervé, et décide de braquer 2 fonctionnaires de police. Je ne sais pas pour quelle raison, mais en tout cas braque 2 fonctionnaires de police et font demi-tour. C'est assez scandaleux. Les services de sécurité du chef de l'État israélien ont braqué des policiers français. Oui, tout à fait. Sur le territoire français, à Paris. À Paris, à proximité du Sénat. D'accord. Sans aucune conséquence quelconque derrière. Ok. D'accord. Je ne sais même pas si d'ailleurs, parce qu'il nous arrive après, nous, lorsque on fait un débrief avec les services de sécurité étrangers, ça nous arrive de leur remonter des informations sur les choses qui se sont passées et leur dire que nos méthodes sont différentes ou d'échanger simplement sur l'escorte en elle-même. Et voilà, là, j'imagine que rien n'est remonté, rien ne leur a été dit, quoi. D'accord. Ok. En tout cas, si ça leur a été dit, C'est resté sans suite. oui, ça n'avait aucune espèce d'importance. Ok. Donc, dans le cadre de ces activités qui outrepassent plus ou moins le cadre légal des activités de la police française, tu as été amené à assurer la protection d'autres personnalités de cette communauté. Tu peux nous en parler ? Ah, bien sûr, donc j'ai été amené pendant un temps à encadrer M. Pasquier. Ouais. Monsieur Pasquier, le président du CRIF. L'ancien président du CRIF. Du CRIF, ouais. Le Conseil représentatif des institutions juives de France. Qui par ailleurs ont leurs locaux, leurs bureaux surveillés par la police française. Et d'ailleurs, ces locaux-là, c'est assez particulier parce qu'effectivement, ils sont surveillés par la police française. Et je dirais que ces locaux-là sont surprotégés et les gens qui se trouvent à l'intérieur ont également tout pouvoir. C'est eux un peu qui décident comment doivent se dérouler les activités dans cette rue. Donc moi, oui, j'ai été affecté un temps à escorter M. Pasquier, quelqu'un de pas forcément désagréable, mais enfin d'une poigne et d'une autorité assez remarquable envers les personnes qu'il a pu rencontrer en France. D'accord. Donc là, je parle évidemment de personnes ayant des responsabilités, qu'elles soient politiques ou institutionnelles. Et puis ces liens avec
je me souviens d'un repas avec M. Bobacker, des liens extrêmement proches et qui posent la question un peu de l'indépendance de la Grande Mosquée de Paris, qui pour moi est complètement liée, complètement sous la tutelle du CRIF. Donc M. Prasquier n'est pas désagréable, en revanche a ce sentiment d'impunité et je dirais se décrit un peu comme l'ambassadeur d'Israël en France. D'accord. C'est-à-dire qu'il est conscient de son pouvoir, il en joue et il en fait profiter sa communauté. On peut dire que son autorité dépasse largement le cadre de sa propre communauté, en fait, puisque, comme tu l'as dit, il est... Tout à fait. D'ailleurs, il ne devrait ne pas avoir de pouvoir sur la République. Il devrait absolument ne décider de rien et évidemment, éventuellement solliciter des services, mais en aucun cas les imposer. D'accord. Tu as été témoin en fait de choses particulières par rapport à cette mission-là, dans le cadre de ta mission de protection donc du président du CRIF. Est-ce que tu as surpris des conversations qu'il y a eu avec des ministres est-ce que tu as eu le sentiment qu'il avait de l'influence? Oui, tout à fait, il a de l'influence. Alors, il essayait au maximum de faire ça dans ses locaux, mais en tout cas, je l'ai surpris, je l'ai entendu des discussions avec des personnes qui avaient de très grandes responsabilités, des politiques qui soient Place Beauvau ou ailleurs, et en tout cas imposer certaines choses et surtout les obtenir. Ouais. Tu as une anecdote par rapport à une manifestation de revendications communautaires excessives? Oui, je me souviens, un après-midi, on fait une reconnaissance. Donc on part de la Tour Eiffel et on se dirige vers le palais de l'Élysée et on emprunte un chemin. Et on s'arrête brièvement à proximité de l'ambassade de Syrie et on fait un check avec les fonctionnaires sur place pour savoir un peu comment est-ce que ça se passe et s'ils ont pu observer des choses. Et il nous explique qu'effectivement il y a eu deux véhicules qui sont passés dans cette ambassade. Donc 50 mètres avant, les véhicules ne présentaient rien de particulier. Et en passant devant celle-ci, donc on baissait les fenêtres, on sortit des drapeaux israéliens. On fait des gestes envers cette ambassade et donc on criait Israël. Ouais. Donc en provocation envers la Syrie qui est sans doute le prochain sur la liste. Sur la liste, tout à fait. Ouais. Okay. Et c'est des provocations, oui. Et donc dans ce cas-là, vous... C'est-à-dire que j'imagine que ces fonctionnaires-là n'ont de toute façon... à partir du moment où vous expliquez quel drapeau vous avez vu et qu'est-ce que vous avez entendu, si c'est pas contre la communauté, il n'y a absolument rien à faire. D'accord. Voilà. Vous faites un rapport qui sera sans doute bloqué rapidement. D'accord. Et les syndicats policiers, en tout cas, participent un peu à ce blocus-là. Okay. C'est quand même important de le dire. Qui participent un peu à cette chape. D'accord. Et quels étaient tes rapports avec ta hiérarchie, en fait? Mes rapports étaient bons. Ma hiérarchie directe était conscient de ce qu'on faisait, ne l'approuvait pas forcément, mais en tout cas c'était ce qu'il disait, c'était le boulot et il fallait le faire. Après, on avait des différences de point de vue. Cela dit, on était bien conscient que on passait certaines fois plus de temps à encadrer, à faire de la police privée que de la police républicaine. D'accord.
Après, ça peut poser un problème de conscience. Moi, ça m'en a posé un. Ça peut ne pas en poser, mais ouais, moi, effectivement, ça m'embêtait de travailler pour une communauté. Je travaille pour la France et pas pour d'autres services. Ouais. Et on a vu que que certaines justement de ces groupuscules communautaires s'entraînaient dans des lieux en fait sous protection policière, dans des endroits, dans des salles publiques. Oui, tout à fait. Ouais. Enfin, je sais que on peut être amené, nous, à prendre des heures sur notre temps de travail et à s'entraîner dans des gymnases qui sont entièrement encadrés par la communauté. Donc, vous vous entraînez avec des gens de la communauté et voilà, c'est certainement eux, ça leur permet d'avoir du flic sur le ring ou sur le tapis et puis de jouer avec. Enfin voilà, D'accord. c'est aussi un moyen sans doute de montrer que, encore une fois, qu'on est en bas. Ok. Donc t'as été amené à t'entraîner avec des gens du Bétard, certainement. Oui, certainement, il y a des chances. Oui, complètement. Enfin, lorsqu'ils s'entraînent, on nous dit de venir avec une tenue neutre, c'est-à-dire une tenue qui n'a aucune appartenance à rien. Voilà, vous pouvez vous entraîner avec des gens qui effectivement portent haut et fier leur couleur et l'idée de, non pas de leur pays, mais en tout cas d'un pays étranger. D'un pays étranger, tout à fait. Ok. Et donc ça, c'est pris sur vos heures d'entraînement. Oui, tout à fait, on peut prendre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quand on n'est pas pris pour faire de la police privée. Ok. Ouais. Et j'imagine que tu n'es pas le seul que ça choque, tout ça. Non, tout à fait, je ne suis pas le choc. Je ne suis pas le seul. D'ailleurs, il y a. Passé un temps, le peu de fois qu'on est dans les commissariats, on pouvait observer que dans les salles de pause des commissariats, il y avait des magazines flash. Donc, je pense qu'il y avait déjà une prise de conscience qui avait été faite par certains et qui voulaient essayer de montrer aux collègues qu'il y avait aussi peut-être un problème plus grand que la délinquance en France. On vient d'évoquer le fait que vous êtes amené à prendre sur votre temps de travail pour jouer les sparring partners avec des milices communautaires de type LDJ. Vous êtes aussi amené à assurer des formations dans des pays en particulier, dans des endroits... Ouais, ces dernières années, alors ça c'est quelque chose de complètement transparent, hein. Il y a un service qui s'occupe de ça et qui... c'est sur le temps de travail, hein, ça fait partie de nos missions aussi. Donc avec des collègues du RAID ou du GIPN, on peut être amené à partir. Donc ces dernières années, on est allé pas mal dans les pays du Golfe, hein, à Dubaï. Ce qu'on peut dire, c'est que la police française a quand même une réputation internationale. Oui, bien sûr. De qualité en fait. Ouais, tout à fait. C'est pour ça que vous êtes amené aussi à vous déplacer à l'étranger, mais en particulier dans certains... Ouais, voilà, dans ces pays-là, que ce soit le Qatar, Dubaï, tous les Émirats, on a énormément de formations et d'échanges avec ces pays-là. Ça s'est beaucoup accentué ces dernières années, oui. D'accord. Donc un partenariat intensif avec donc ces monarchies du Golfe. Tout à fait, oui. Donc, qui disposent de moyens bien plus... de moyens beaucoup plus conséquents. Tout à fait. Mais qui n'ont pas la qualité, qui n'ont pas notre savoir, mais qui en revanche bien plus de... Donc vers lesquels on exporte notre savoir-faire en matière de sécurité. Tout à fait. Voire même un peu de matériel. Donc en fait, en gros, tes anciens collègues, ils étaient conscients un peu de tout ça, mais ils n'avaient pas forcément les moyens ou peut-être la volonté de faire quelque chose. Quoi. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses des syndicats de police, de leur utilité, est-ce qu'ils sont représentatifs, est-ce qu'ils sont légitimes et est-ce qu'ils sont efficaces?
en fait? Alors, les syndicats policiers, je dirais que donc dans la majorité des cas soutiennent les gardiens de la paix et en tout cas essayent de les aider sur des affaires un peu complexes. Enfin, cela dit, dès que le sujet touche la communauté organisée ou même la franc-maçonnerie, tout de suite c'est blocus et ça ne sert à rien, sachant que les hauts responsables de la police à Paris appartiennent à la franc-maçonnerie. Donc voilà, de toute façon, ce serait tiré sur. Donc les flics les plus haut placés, en fait, appartiennent pour la plupart à la franc-maçonnerie. Oui, tout à fait, ont des liens directs avec cette organisation, oui, tout à fait. Donc là aussi, j'imagine que tu as été amené à encadrer des manifestations privées en lien avec la franc-maçonnerie. Oui, tout à fait. D'accord. Tu as des exemples par rapport à ça? Ouais, j'ai escorté d'autres personnalités françaises et je voyais que d'autres véhicules de police convergeaient vers nous, mais n'appartenaient pas à notre service. Et lorsqu'on se renseignait un peu auprès des chauffeurs, nous indiquaient que effectivement c'était ils emmenaient leur patron sur le repas. Donc c'était un repas privé. Avec une police, avec un véhicule de la police française, un chauffeur de la police française et un représentant de la police française. C'est vrai que c'était assez. D'accord. Mais en tout cas, pour le chauffeur, ça n'avait aucune espèce d'importance. Enfin, surtout que c'était son lot quotidien. Hein. Okay. Comme on a pu voir certaines choses également devant l'ambassade israélienne, où il faut que tout soit bien gardé, et que voilà, lorsqu'on se présente à l'ambassade d'Israël, c'est toujours aussi toute une histoire. Il faut que des gens mobiles bloquent les trottoirs 100 mètres à gauche, 100 mètres à droite. Enfin voilà, c'est vraiment. Il y a des précautions particulières au niveau de la sécurité par rapport aux autres dispositifs de protection d'ambassade? Alors en fait, en dispositif de personnalité, c'est nous qui imposons notre dispositif. Ouais. Normalement, on impose notre dispositif se met en place autour de la personne et la personne en principe ne rétorque jamais. En revanche, lorsqu'on escorte d'autres personnalités, ce ne sont pas nos techniques, ce sont en tout cas leur demande qui doit être exaucée. Donc si il faut qu'on libère 300 mètres de trottoir, il faudra libérer 300 mètres de trottoir. Donc le protocole n'est pas décidé par nos autorités, mais non, par les personnes. Par eux, en fait. Voilà, par les personnes qu'on encadre. D'accord. Qui d'ailleurs souvent finalement en termes de sécurité n'est pas efficace. Parce que quand on fait dégager 300 mètres de trottoir, on attire l'attention des gens et finalement on n'est pas efficace. Nous, l'objectif c'est quand on prend une personne en charge, l'emmener d'un point A à un point B sans qu'il y ait le moindre souci. En l'occurrence, si vous commencez à montrer que quelqu'un arrive et que c'est un peu problématique. J'imagine qu'il y a que les effectifs en fait tournent pas mal pour éviter justement qu'il y ait des fuites de ce type-là. Les effectifs qui sont alloués à ces rassemblements communautaires ou à la protection de personnalités sensibles comme ça, il y a beaucoup de roulements. Oui, tout à fait. Ouais. Il y a beaucoup de roulements et quand vous faites, ça peut arriver que lorsque vous faites une soirée privée, enfin vraiment privée, quelque chose qui sort complètement de notre cadre, on a une rémunération directement de la communauté. Ah oui. Ok. Donc là dans ce cas-là, on peut dire vraiment que la police française est utilisée comme milice en fait, de mercenaires pour... Tout à fait. Quand vous retrouvez à Saint-Tropez dans un jardin et que vous encadrez 4 angles d'un jardin et il y a une grande réception c'est pas notre mission.
une réception familiale et vous vous retrouvez aux abords d'une piscine, avec votre arme de service. Encadrer une Un repas de famille, voilà. Un gros repas de famille, mais ouais, ça reste privé. Ok. Et est-ce que tu as été amené à délaisser des missions de police, en fait, pour justement te mettre instantanément au service de ces intérêts privés là? Oui, tout à fait. Tu as des exemples précis par rapport à ça? Oui, j'ai l'exemple d'une fois où on encadre, donc on n'était pas le cercle principal, on était en retrait, et on devait encadrer donc, une personnalité française, enfin en tout cas résidant en France. Donc l'opération se passait plutôt bien et on avait un poste qui nous permet d'écouter ce qui se passe aussi sur les arrondissements de manière à ce que nous on puisse après intervenir directement sur la personnalité. Et donc on entend qu'à proximité il y a une femme qui se fait agresser suite à un appel 17. Les équipes s'annoncent pour intervenir et nous étant en proximité, on relate l'information à notre chef d'escorte qui estime que le dispositif est suffisant, que si on veut s'écarter un petit peu, voilà, donc le chef d'escorte accepte. En revanche, notre centre d'information nous le refuse et nous impose de continuer notre mission alors que celle-ci a été surencadrée. Et donc finalement, on se dit que les personnalités que l'on escorte sont certainement plus importantes que les citoyens français. Ouais. Et c'est tenté que la personne qu'on escorte soit d'ailleurs bien française. Ok. Et que si elle l'est, n'est pas sur son temps privé. D'accord. Tu as des exemples de personnalités françaises qui, dans le cadre de leur loisir ou de toute autre activité, disons, d'ordre privé, ouais, ta contribution? Oui, tout à fait. Et il nous est arrivé de nous promener avec une belle Citroën C6 dans certaines rues de Paris et de récupérer donc du personnel féminin pour le mettre à disposition de ministres qui doivent avoir des week-ends longs à combler, voilà, certainement des dossiers qu'il fallait certainement décompresser un petit peu et donc voilà, donc les services, enfin les véhicules qui étaient mis à disposition de ces ministères-là servent aussi quelquefois, oui, voilà. Oui, voilà, tout à fait. Tout ça, ça a motivé ta demande de mutation en fait? Oui, tout à fait. D'accord. C'est vrai que c'est... Enfin, j'en ai eu marre de... Enfin, disons que je ne suis pas rentré pour servir une communauté en particulier, comme je suis rentré pour servir la France, pour protéger les citoyens français. Et finalement, je m'apercevais que je surveillais plus, je protégeais plus certaines personnes alors que d'autres demandes étaient faites, le service et soumis à cette demande. Donc voilà, donc du coup j'ai décidé de changer de registre et de partir en compagnie républicaine de sécurité. D'accord. Donc CRS. CRS, tout à fait. CRS, d'accord. Et du coup on encadre toujours, okay. Pour le coup on encadre toujours des manifestations, des manifestations communautaires, mais... Ouais. D'accord. Quel est ton sentiment, toi, par rapport à la police en général, c'est-à-dire la façon dont ils sont perçus par l'ensemble des Français, en fait? Bref, je vais essayer d'être plus précis. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, de tout ce qui s'est passé pendant les manifs contre le mariage pour tous, là? Est-ce que tu auras un regard critique par rapport à tout ça ou... Alors c'est vrai que les manifs qui ont été encadrés par les CRS, c'est vrai qu'on a opposé un peu les... Enfin en tout cas c'est le sentiment qui est sorti de la compagnie, c'est que les trois quarts de on va dire que même la compagnie en elle-même était plutôt en accord avec les manifestations et finalement on tape sur
sur un compatriote qui a un peu les mêmes idées et les mêmes sentiments par rapport à... voilà, tout à fait les mêmes sentiments. Et je dirais que c'est des manifestations qui ont eu, qui ont atteint un degré de violence assez fort, alors qu'il y avait quand même des enfants, des femmes. J'ai l'impression quand même que on a demandé à ce que ces manifestations-là soient encadrées et on demande aux effectifs que vraiment, on serre la vis et au moins de dérapage, on charge. D'accord. Et comment est perçu le nouveau ministre de l'Intérieur, donc Manuel Valls, par rapport à... Quelle est son image un peu dans la police? Manuel Valls, pour ceux qui ont travaillé dans le 91, qui était à proximité de sa circonscription, n'ont en tout cas pas des bons souvenirs de cette personne. Après, Monsieur Valls, je dirais un peu comme les autres, sert aussi avant tout la communauté et n'a pas de... Je dirais qu'il n'a pas de... Il n'est pas perçu comme un patron, c'est-à-dire que voilà, il est placé là et puis voilà, il fait ce qu'on lui demande de faire. D'accord, ok. Est-ce que tu as senti un changement d'atmosphère dans la police, par exemple, quand Sarkozy est devenu président? Est-ce que les choses ont changé par rapport à l'ancienne législature? C'était Villepin? C'est ça, ouais. Je dirais que lorsque Sarkozy est arrivé au pouvoir, j'ai pas eu le sentiment qu'il y a eu un grand changement. Je pense que l'intérieur, c'est quelque chose qui était dirigé de l'Élysée. Ouais. Le ministre était en tout cas, pour moi, était plus l'adjoint du président, parce que le président était le chef de Beauvau et finalement le ministre n'était que son adjoint. Voilà, c'est-à-dire que oui, Sarkozy avait un réel poids sur l'intérieur. Ok. Tu parlais tout à l'heure d'une prise de conscience en fait de problèmes plus généraux parmi tes collègues. Donc on peut parler d'Alain Soral. Est-ce qu'il est connu dans le milieu policier, puisqu'on voit souvent que des membres de la police ou de la gendarmerie lui envoient des tenues. Donc j'imagine qu'il doit être connu dans la police. Oui, tout à fait, il est connu. Moi je l'ai connu à travers le magazine Flash, effectivement un peu par hasard, que j'ai découvert au sein de l'institution policière. Donc pas ailleurs, ce qui est quand même assez important de le signaler. Oui, il est connu. Alors, je dirais qu'avant qu'il ait son appartenance avec le Front National, je dirais que c'était quelqu'un qui était assez bien vu. Une fois qu'il est passé au Front National, vu que le Front National étant diabolisé, de fait, alors il ne l'a pas forcément été par la police, mais en tout cas certains ont eu peut-être un peu de recul. Et puis là, je pense qu'il est, il est bien perçu et étant donné qu'il dit des choses que nous vivons et que nous sommes aux premières loges de ce qu'il peut dire, il est plutôt bien vu et je pense que beaucoup le suivent, oui, tout à fait. Okay. Tu veux dire 2-3 mots sur le gouvernement actuel, Taubira, comment tu as des retours encore par rapport à ça? C'est-à-dire que alors j'en ai du groupe, pas de celui-là, mais en tout cas d'autres, où ils disent que c'est la guerre complète. Donc, par rapport à tes conditions de travail, tu as quelque chose à dire sur le métier en particulier?
Bon, on m'a dit que justement, toi, ce qui t'avait poussé pour la vidéo justement à changer d'affectation, c'est que tu n'avais plus le sentiment d'être au service de l'intérêt général, mais de l'intérêt privé. Est-ce que plus généralement, on peut dire que la police qu'on n'est même plus dans une mission de police en fait, puisque on peut dire que beaucoup de gens ont le sentiment que les délinquants, vraiment les gens qui nuisent à l'ordre public, on ne donne pas les moyens à la police justement de résoudre d'être sur ces problématiques-là. Tu as ce sentiment, toi? Oui, tout à fait. C'est vrai que alors nous, en compagnie républicaine de sécurité, on est moins amené à faire des interpellations, à faire des présentations d'individus, mais en tout cas, le peu qu'on peut faire, effectivement, on met à disposition des délinquants et oui, on a à peine fini de taper notre mise à disposition que souvent la personne a déjà quitté les locaux et est repartie de plus belle. Donc ouais, on peut ramener des gens 2-3 fois. Le reste est le même, hein, de toute façon. Ouais. Les poursuites ne... Enfin, j'ai l'impression qu'au plus on avance et au moins les délinquants ont peur en fait. Hein. C'est vrai que c'est un peu... Il y a énormément de laxisme au niveau de la justice. Hein. Okay. Nous, en fait, on met des gens à disposition de la justice, on s'interpelle, on les met à disposition de la justice derrière qui les relâche. Qui les a à disposition et qui détermine leur situation. Voilà. Okay. Est-ce que, d'après toi, on peut parler d'un sentiment de ras-le-bol général des forces de la police en France? Oui, tout à fait. Ouais, je pense que quand tous les policiers vont se mobiliser et en tout cas vont un peu expliquer leur ras-le-bol, ouais, je pense que ça peut vite déraper. Alors attention à ce que les collègues ne se fassent pas emmenés par les syndicats, parce qu'effectivement tout ne sera pas dévoilé, mais il faudrait qu'il y ait une prise de conscience générale, police, gendarmerie, et qu'on explique que... On voit quelques manifestations c'était des gendarmes là, qui ont manifesté à Paris. Ah, c'était les policiers. C'était les policiers, ouais. Mais sous couvert de syndicat, donc c'est un peu délicat. Okay. Mais le ras-le-bol est là en tout cas. Oui, tout à fait, le ras-le-bol est là et puis au plus on avance, au moins il y a de... Moins l'horizon semble s'éclaircir. Oui, et puis nous on est en contact des victimes et dans le retour qu'on a, c'est que rien n'est fait. Donc les gens ne savent pas forcément qu'on n'est pas décisionnaire des personnes qu'on interpelle. C'est pas nous qui décidons si on les met en garde à vue, si on les présente ou pas, quoi. On les met à disposition de la justice décide. Donc c'est vrai qu'on a un peu on fait un peu le tampon entre... Donc toi, tu as été amené à travailler donc, pour la sécurité des ambassades à Paris? Non. Non. En fait... J'ai pas compris alors ce que tu as dit, c'était... En fait, on escorte... Ah oui. C'est dans le cadre de ta mission d'escorte, ouais, tout à fait. Au fait de ce qui se passait... En fait, on passait dans l'ambassade syrienne et on faisait une prise d'information sur l'ambassade, savoir s'ils avaient des routes, Ouais. Et les rapports avec l'ambassade syrienne, ils étaient comment en fait? Très bon. D'accord. Très bon, les collègues qui étaient positionnés dans cette ambassade étaient plutôt satisfaits de l'accueil qui a été fait par les personnels syriens, tout à fait. Est-ce que toi, tu as tenté véritablement de faire bouger un peu tout ça au niveau de ta hiérarchie? Non. Enfin, on remonte une fois, 2 fois l'information, après, voilà, on nous fait comprendre que de toute façon... Puis de toute façon, nous on comprend rapidement que
plus, si vous n'êtes pas content, vous... Ouais, vous partez, puis que de toute façon, si. Que, voilà, de toute façon, on aura beau dire un peu ce qu'on veut. D'accord. C'est cool. Enfin, aujourd'hui, on a principalement que égalité et réconciliation pour pouvoir. D'ailleurs, beaucoup de collègues le font pour pouvoir expliquer un peu comment se passe. Ouais, avait beaucoup lu dans le milieu de la police. Ouais, tout à fait. Ouais. Et puis nous, c'est notre seul. Enfin, on regarde, c'est notre seul média qui nous permet de nous exprimer aussi. Ouais. C'est-à-dire que. Enfin, je voyais encore un reportage il n'y a pas longtemps sur la police où il y avait un nouveau système de radar embarqué et les fonctionnaires expliquaient aux journalistes qu'il n'y a absolument pas de quota, qu'il n'y a pas de chiffres, que en fait chaque fonctionnaire est libre de faire entre guillemets le chiffre qu'il veut. Enfin, aujourd'hui, je comprends pas qu'un collègue puisse encore dire ce genre de choses. On est tous soumis aux chiffres, quels qu'ils soient, et voilà. Vous êtes tous pressés à ce niveau-là pour, Ah oui, tout à fait. Tout à fait. pour faire de la rentabilité en fait, Ouais. sur le taux de Ouais, tout à fait. gens qui sont... Alors on nous demande de ramener. Il faut savoir que certaines interpellations, il y a un taux d'exfiltration qui est. Enfin, pour les stupéfiants, le taux d'exfiltration est tout de suite plein. Donc on n'interpelle personne, on a la matière, le taux d'exfiltration est parfait. Donc on va plutôt nous demander de faire d'interpeller des gens avec un joint. Ça a beaucoup plus d'intérêt au point de vue du chiffre que de remonter une grande filière de drogue et de faire tomber un bonnet, quoi. Vaut mieux faire 40 petits que. Ouais. Voilà, quoi. On est vraiment dans une optique purement statistique Ouais, tout à fait. Tout à fait. et on ne s'occupe pas du tout des problèmes généraux. Non, non, du tout, voilà, on fait des. Ouais, c'est une statistique. Après, c'est M. Bauer qui, lui, va à la télé pour expliquer les statistiques françaises. Donc on peut rappeler qui est Alain Bauer. Alain Bauer, c'est un proche de Nicolas Sarkozy. Ouais. Qui en fait a un rôle de consultant, me semble-t-il, au sein du ministère de l'Intérieur et qui, après, lors d'émissions à la télé, se permettent un peu d'expliquer les chiffres de la police française et enfin voilà quoi. C'est un peu une sorte de Jacques Attali, mais pour l'aspect policier. Tout à fait. D'accord. Voilà. Qui lui-même est rattaché à. D'accord. On peut rappeler aussi qu'il a été grand maître. Ouais, voilà, c'est ça. Il est rattaché à la formation, tout à fait. Du Grand Orient. Eh bien, merci Camille de nous avoir accordé cet entretien Merci à vous de m'avoir reçu. et à bientôt. Au revoir.